Le grand forum Fréquence Évasion. Les politiques s'expriment en toute liberté. Fréquence Évasion, le grand forum, c'est dans quelques instants. Dans quelques instants, le grand forum Fréquence Évasion en compagnie de Vincent Présumé de Militant. Nous parlerons économie. À tout de suite. Fréquence Évasion. Poussez vos coups de gueule en direct sur l'antenne. Composez le 09 79 35 29 60, le direct live de Fréquence Évasion. Vos messages seront diffusés chaque jour sur l'antenne. La crise, le pouvoir d'achat, le gouvernement et tout autre sujet d'actualité, c'est la libre antenne sur Fréquence Évasion 09 79 35 29 60. Coup d'un appel local est gratuit depuis une ligne internet. Vincent Présumé, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes l'un des responsables de Militants. Vous pouvez nous rappeler l'adresse déjà de votre site internet ? Oh, je ne la sais pas par cœur, l'adresse de notre site, mais vous faites Militant sur n'importe quel moteur de recherche et vous allez le trouver très vite. Oui, puis on est en lien sur le site de Fréquence Évasion, donc il n'y a aucun problème. Voilà, alors rappelons les principaux objectifs de Militant. Alors Militant est une association révolutionnaire, c'est-à-dire que nous considérons que le maintien du capitalisme devient contradictoire à la vie quotidienne, aux intérêts les plus élémentaires des êtres humains. Mais pour nous, la révolution, c'est pas le grand soir. C'est dans la vie quotidienne et les combats quotidiens que ça se joue. Donc Militant regroupe aussi bien des travailleurs du rang, des ouvriers immigrés, sans-papiers, combattant pour leur droit au logement, que des responsables syndicaux ou des militants ayant une histoire politique, étant entendu que, tout en ayant notre orientation révolutionnaire bien affirmée, nous admettons parfaitement le fait qu'on soit en même temps membre de tel ou tel parti de gauche. Et Militant se considère comme la voie, peut-être pas la seule, mais disons une voie révolutionnaire dans le front de gauche actuellement en France. Et on en a bien besoin. Oui, il en a besoin. Et si vous voulez, pour illustrer ce que je viens de dire, être une voie révolutionnaire dans le front de gauche, ça ne veut pas forcément dire faire de la surenchère. Et ça veut dire aussi réagissons quand il y a quelque chose qui n'est pas juste. Tout à fait, oui. La réaction basique et élémentaire lorsque une famille est expulsée, lorsque des gens sont expulsés, lorsqu'il y a des licenciements, lorsqu'il y a des atteintes aux droits, les droits étant évidemment incarnés dans des institutions comme l'école, la santé. Ça veut dire les luttes quotidiennes. Pour nous, la révolution, c'est les luttes quotidiennes. Nous sommes, à notre avis, dans une époque révolutionnaire, en ce sens que les droits quotidiens des gens se heurtent actuellement à tout l'édifice économique et institutionnel existant. Alors sur votre site, vous titrez « Le capitalisme nuit gravement à la santé ». Que faudrait-il faire pour changer ce système capitalisme qui nous mène au chaos finalement ? Oui, que faudrait-il faire ? Ce n'est pas, disons, notre méthode consiste à bien comprendre que la réponse n'est pas entre les mains de tel ou tel individu ou groupe, mais que la réponse est d'ores et déjà, parce qu'ils sont en capacité, entre les mains de la majorité des êtres humains, à condition que ceux-ci prennent conscience de leurs forces. C'est le principal problème. L'organisation économique du capitalisme disperse les gens. L'histoire du XXe siècle a engendré un lourd passé dans le mouvement ouvrier avec des échecs, des repoussoirs, et tout cela fait que la majeure partie de l'humanité n'a pas confiance en ses propres forces. C'est dans la lutte elle-même qu'elle en prend conscience. Donc la confiance en soi et la conscience de soi sont des choses profondément reliées. Donc pour nous, ce qu'il faut faire, c'est pas, si vous voulez, donner des recettes sur comment on fera cuire les choses dans les marmites de l'avenir, mais c'est tout pas en avant qui permet à des groupes de travailleurs de prendre confiance en eux-mêmes et de prendre conscience de ce dont ils sont capables à notre échelle. Par contre, est-ce que vous avez une idée, un militant, de ce qu'il faudrait faire, des pistes par exemple, des idées pour sortir de cette situation de crise aiguë, permanente ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, dans la situation présente, il y a toute une série de mesures urgentes dont la réalisation
demanderait une volonté politique. Et ces mesures à prendre sont en elles-mêmes pas très compliquées. Rétablir les postes supprimés dans l'école, rétablir les lits d'hôpitaux supprimés, bloquer les loyers, prendre des mesures concernant les prix du gaz, de l'électricité, prendre des mesures d'urgence par rapport à la situation de l'environnement. Ces mesures sont pas très compliquées. C'est pas nous qui en détenons le monopole, si vous voulez. Le problème, c'est que ces mesures aujourd'hui, pour les prendre, on se heurte frontalement au capitalisme, au marché financier et voire à des secteurs de l'appareil d'État. Donc il ne faut pas avoir peur d'affronter tout ça. Et en particulier, ça nous amène à une question qui est très brandie actuellement, qui est brandie pour convaincre les gens qu'il faut à tout prix se sacrifier. C'est ce fameux spectre de la dette publique qu'il faudrait à tout prix payer. Nous, on considère que la dette publique n'est pas publique. Pourquoi il ne faut pas la rembourser? Alors, évidemment, ça, le simple fait de dire ça suffit à faire sauter sur leur chaise beaucoup de monde, mais il y a un choix à faire. Soit on rembourse la pseudo-dette publique, on va peut-être en reparler. Oui, on va reparler. Soit on admet qu'il y a des sacrifices dramatiques à faire pour la plupart des gens. Et le choix est à faire là. Donc, il y a des mesures immédiates, élémentaires à prendre, qui sont pas très compliquées en elles-mêmes. C'est ça qui est terrible. Oui, c'est vrai. Alors, je suis tout à fait d'accord quand vous dites bloquer les loyers. Ça me paraît être une évidence. C'est fondamental. C'est fondamental. Ça fonctionnait dans les années 60. Beaucoup de ces mesures consistent tout simplement à revenir à des choses qui ont effectivement fonctionné, en gros, entre 1945 et les années 70, 80, 90, c'est vrai. Donc, apparemment, c'est pas révolutionnaire, c'est même pas des grandes réformes, c'est des choses un peu élémentaires qui, grosso modo, signifieraient que les jeunes qui grandissent aujourd'hui aient au moins autant de droits sociaux que leurs parents. Et pourtant, mettre en avant tout ça se heurte maintenant aux fondamentaux du système. On retouche là de nouveau au lien entre le quotidien et la question de la révolution, quoi. La révolution, c'est pas l'apanage de 1% de révolutionnaires qui préparent le grand soir. C'est le problème de comment assurer la cohésion, la sécurité de notre vie quotidienne. Alors justement, on parle de droits sociaux. Que pensez-vous de la remarque de notre Premier ministre qui dit mettons la retraite à 67 ans? Oui, alors c'est très intéressant parce que donc sa remarque complète, c'est de dire qu'il faut s'aligner sur l'Allemagne, compte tenu des graves reculs de droits sociaux que l'Allemagne a connus depuis 7-8 ans, donc la retraite à 67 ans, mais aussi le travail pratiquement obligatoire pour les chômeurs à 1 euro de l'heure, par exemple. Oui. Comme disait un éminent spécialiste de la classe dominante, mais il voulait parler, lui, des syndicats, c'est toujours plus, François de Closet. Oui. Et François Fillon, là, nous voulons toujours plus, parce qu'il y a quand même eu la réforme des retraites, et puis avant même cette réforme, il y a eu le plan Fillon de 2003, qui, de toute façon, instaure un nombre d'années de cotisation à géométrie variable, quoi, avec un mécanisme pour que ça monte petit à petit. Ça ne leur a pas suffi, et il leur faut passer à l'étape suivante. Alors, je pense que c'est pas seulement de leur part le fait de mettre à profit la peur, le spectre de la dette publique, etc. C'est que effectivement la crise de leur système les place dans l'obligation de prendre des mesures d'une grande brutalité. Parce que dire la retraite à 60 ans, c'est pas très électoraliste, par exemple. Ouais. Parce que il faut transférer toujours plus vers des capitaux qui sont en perdition. C'est un vrai problème pour eux. De même qu'en Grèce, ils se sont mis sérieusement à rembourser, plus ils remboursent, plus ils ont à rembourser, quoi. Bien sûr. C'est le mécanisme infernal, ça ne s'arrête plus. Ouais. Ils remboursent pour ça mesures d'austérité. Les mesures d'austérité produisent une récession. La récession fait que les agences de crédit baissent leurs notes, donc les taux d'intérêt augmentent et ils s'aperçoivent que le fait même d'avoir remboursé a pour effet qu'ils ont un peu plus à rembourser. Je ferai le parallèle, on est en train d'entrer dans la même spirale, parce qu'ils commencent à augmenter assez massivement les impôts indirects, en frappant tout ce qui est alcool, tabac, boissons sucrées, mais après ça va s'étendre
à d'autres choses. Le mécanisme de spirale infernale à la manière de la Grèce, c'est que ça, on sait où ça commence, mais on voit surtout que ça s'arrête plus, quoi. Ils sont dans une logique qui n'a pas de fin. Ils sont illogiques, justement. Alors, ils sont illogiques, mais ils sont logiques de leur point de vue. De leur point de vue. Ou plutôt, c'est la logique du capital qui devient quelque chose d'autonome. C'est en fait un système qui est devenu anachronique. Il faut investir toujours plus pour un profit toujours proportionnellement moindre par rapport à ce qu'il faut investir. Ce qui est bien la preuve qu'on pourrait se passer aujourd'hui d'exploiter les gens pour faire tourner les choses. Complètement, oui. Et donc, comme ce système devient anachronique, bon, il a déjà produit de belles catastrophes, mais il avait eu une seconde jeunesse pendant les 30 Glorieuses, qui s'était combinée à des conquêtes sociales. Et puis bon, ces fondamentaux, son caractère obsolescent, reprend le dessus dans les années 70. Et là, le palliatif à cette tendance à la baisse du taux général de profit, le palliatif, ça a été la finance, la rente, tout ce qui s'est développé depuis 20-30 ans. Donc un endettement gigantesque. Vous voyez, quand on regarde ces chaînes de dette, il y a quelque chose de très mystérieux et aucun économiste patenté défendant le système est capable de résoudre ce mystère. On pourrait croire qu'il y a quelque part une espèce de, je sais pas moi, de Dieu auquel on doit des sous, au bout du compte. Oui. Mais il n'y en a pas. Parce qu'en fait, ils ont anticipé tout sur l'avenir. Les actions sont surévaluées. Autrement dit, c'est à nous de payer à nos enfants et à nos petits-enfants. Oui, ça n'a pas de sens. Alors Marine Le Pen déclarait sur une chaîne de télévision que nous allions tout droit à l'explosion de la zone euro. Que pensez-vous de cette analyse de Marine Le Pen ? Je pense que la zone euro est bien malade sur cet aspect-là des choses. C'est difficile de lui donner tort. Ensuite, elle y met comme contenu le triomphe des nationalismes les uns contre les autres. Ça peut prendre un contenu tout à fait différent et contraire si ce sont les peuples qui se soulèvent, comme ça a commencé, alors non pas à l'échelle de la zone euro pour l'instant, mais à l'échelle en fait de la Méditerranée, avec la Tunisie, l'Égypte, et puis ensuite les mouvements en Espagne, la Grèce et tout ce qui s'ensuit. Il est évident que les peuples qui subissent les foudres de la dette publique n'ont aucune raison de rester dans l'euro à tout prix. Sortir de la zone euro, ça veut dire en fait pouvoir dévaluer sa monnaie et donc dévaloriser les dettes qu'on est censé payer. Bon, mais ça serait objectivement dans l'intérêt des pays concernés, peut-être bientôt d'ailleurs dans l'intérêt de la France. Mais ça ne veut pas forcément dire le triomphe des nationalismes à la façon Marine Le Pen. Le maintien à tout prix de la zone euro a aussi un contenu nationaliste. Parce que quand on voit par exemple la manière dont la presse allemande présente les Grecs, c'est extraordinaire. On dirait que la Grèce est un pays tellement puissant qu'elle est capable de mettre la planète entière près de la ruine. Et la presse allemande présente les Grecs comme elle présentait les Juifs dans les années 1920. Au nom de l'euro, pour le coup. Donc, si vous voulez, nous, on n'a pas... C'est pas une religion d'être pour ou contre l'euro. Le problème, c'est pas la monnaie, c'est le capitalisme. Mais s'il faut sortir de l'euro, il n'y a pas d'état d'âme. On marque une pause dans ce grand forum. On revient dans quelques instants. Fréquence Évasion Radio. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, c'est toujours le Grand Forum. Nous sommes toujours en compagnie de Vincent Présumé de Militant. Alors le Conseil de l'Europe a décidé de réduire considérablement le budget d'aide aux plus démunis. À votre avis, quelles vont être les conséquences d'une telle décision ? Je crois que ça concerne pas moins de 40 millions de personnes à l'échelle européenne. C'est énorme. Ça veut dire que les banques alimentaires et les institutions type Resto du Cœur vont devoir se rabattre
sur la charité, ou plutôt la solidarité, de ceux qui ne sont pas tout à fait les plus démunis, tout en étant pas très loin d'eux, quoi. Ce qui est déjà le cas d'ailleurs, hein, quand il y a des collectes à la sortie des supermarchés. Donc en fait, ça va créer une onde de choc, parce que ça tire tout le niveau de vie de toute la société vers le bas. Oui. Alors le problème, c'est que pour avoir interviewé justement ces gens-là, qui nous disent, comme les Restos du Cœur par exemple, que les citoyens donnent de moins en moins. Ben oui, parce qu'ils peuvent de moins en moins donner. Donc on est encore dans la spirale. Tout à fait. On parlait tout à l'heure du projet de retraite à 67 ans, c'est un autre aspect de la même médaille, c'est-à-dire quand même que nos gouvernants à tous les niveaux, au niveau national comme au niveau européen, ne mettent en avant que des mesures de régression. C'est une situation assez effarante. Ah oui, oui. Toutes les époques historiques n'ont pas été comme ça, quoi. Le fait que les gouvernants n'ont à proposer que des reculs. Alors que la productivité du travail, les connaissances scientifiques, le niveau culturel moyen, eux, n'ont fait qu'augmenter. Oui, c'est paradoxal. Complètement. Et c'est le paradoxe du capitalisme, justement. Une société qui est capable de beaucoup de choses et qui voit son potentiel gaspillé, ruiné ou barré par le fait que la seule raison d'être du capital, c'est le profit, c'est de grossir pour grossir à nouveau. Alors on voit de jour en jour que les événements accélèrent les choses. À votre avis, est-ce qu'on n'assiste pas à un changement radical de société, de civilisation, un changement de concept ou de mode de pensée, dans tous les sens du terme d'ailleurs? On est dans un basculement, mais le passage d'une société à une autre ne se fera pas automatiquement. La crise actuelle du capitalisme est très grave, c'est pas une crise conjoncturelle, disons, c'est bien une crise structurelle. Mais il est lui-même capable, à partir du moment où il n'y a pas cette confiance et cette conscience dont je parlais tout à l'heure, et donc de l'organisation démocratique, mais de l'organisation, s'il n'y a pas ça, il est capable de s'auto-reproduire sur une base modifiée. Alors effectivement, il y a la crise financière qui a éclaté vraiment en 2008, un affaiblissement spectaculaire des États-Unis, l'ouverture des révolutions arabes, le rôle de fait, parce qu'il s'en serait bien passé, mais de fait, les pays comme la Chine jouent un rôle de pilier du système. Ça, c'est des bouleversements qui auraient semblé de la science-fiction il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années. Bien que, moi, il y a une dizaine d'années, je croyais absolument pas que les choses seraient stables. Je pensais bien qu'il y aurait des bouleversements. Mais disons, c'est difficile de dire exactement la forme que ça prendrait, et c'est pas fini. Donc oui, on est dans une phase intermédiaire. Et bon, pour être plus précis, je dirais d'une certaine façon, alors c'est une image, mais je pense qu'elle est parlante, que nous sommes entrés véritablement dans le 21e siècle en 2011 avec les révolutions en Tunisie, en Égypte et tout ce qui s'ensuit. Je veux dire par là que en 2001, lorsqu'il y avait eu les attentats du 11 septembre et ce qui a suivi, c'était une formule médiatique répandue de dire le 21e siècle a commencé, etc. En réalité, les attentats du 11 septembre ont servi à prolonger artificiellement le système sur ses anciens fondements, par une lutte qui singeait la guerre froide entre les États-Unis et un gros méchant, sauf que cette fois-ci le gros méchant semblait insaisissable, une relance des dépenses d'armement, une fuite en avant financière, des dégâts écologiques considérables, et en somme, on a perdu 10 ans, quoi. Et c'est maintenant que le 21e siècle commence vraiment. Alors je fais aussi le parallèle du point de vue de l'histoire, parce que les historiens disent aussi que le 20e siècle auparavant avait lui-même vraiment commencé seulement en 1914. Le fait que le 21e siècle ait commencé par des révolutions populaires, démocratiques, c'est quand même mieux que lorsque le 20e avait commencé par la guerre de 14. Les grandes affaires commencent maintenant. Ce qui m'amène à vous parler d'un point important pour la rédaction de Militants, c'est que on souhaiterait que soit discuté
le plus largement possible la nécessité d'une organisation révolutionnaire internationale en même temps pluraliste et démocratique qui se raccorde au passé tout en dépassant les contradictions de l'histoire passée, donc d'une 5e internationale pour le 21e siècle. On a commencé à discuter de ça avec des militants de différents groupes et de différentes nationalités, et il nous semble que d'ici l'anniversaire de 1914, justement, il faut que cette idée commence à s'incarner, parce que depuis 2011, on a vu apparaître plein de nouveautés. Je pense, après les révolutions arabes, les indignés, il y a une recherche de formes politiques révolutionnaires à une échelle de masse qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps. C'est vrai. Alors Éric Draguignan, un auditeur du Var, nous dit « Nous vivons dans une société complètement déstructurée et corrompue. Quel est votre sentiment sur la remarque d'Éric de Draguignan ?» Le caractère déstructuré et corrompu de la société, ma remarque est contradictoire. Je serais tenté de dire oui et non. Ça dépend ce qu'on entend par société. Je pense pas que... Je pense qu'il parle de la gouvernance. Ah bah alors s'il parle de la gouvernance... Oui, c'est la gouvernance. Évidemment, pas de problème, on est bien d'accord. Par contre, si vous voulez, les gens, la masse de la population, ils sont comme ils sont, évidemment, ils subissent les effets de ce système, mais ils ne sont pas foncièrement... Oui, déstructurés, ils le sont souvent, mais quand ils se mettent à lutter, ils peuvent se restructurer assez vite quand même. Après, corrompus, bon, on l'est tous un petit peu, puisqu'il faut vivre dans ce cadre-là. Mais il y a quand même des degrés, et les degrés les plus élevés sont évidemment ceux des possesseurs du capital et de l'appareil d'État. Alors aujourd'hui, ça tourne à pic. On découvre que les mœurs des sommets sont comme dans un mauvais polar, quoi. Non, ce que veulent dire les auditeurs, c'est que plus on accède, normalement, plus on accède à des postes de responsabilité, plus on doit être clean. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais je pense que la solution pour ça, c'est une vraie révolution démocratique et citoyenne. Alors ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Je parlais de détruire, n'ayons pas peur des mots. Ça peut se faire gentiment, il s'agit bien pas sûr. Mais de mettre fin à cet appareil d'État bonapartiste que nous avons en France, le président, les préfets, toute cette pyramide qui est d'ailleurs en train de se renforcer actuellement au niveau de l'échelon régional. Si on met fin à tout ça, ça veut dire que le pouvoir passe entre les mains de représentants élus qui auront donc beaucoup plus de pouvoir, un pouvoir réel, pas seulement celui de parler entre eux et de faire des rapports, mais un pouvoir réel. Et donc, s'ils ont beaucoup plus de pouvoir, ils auront aussi beaucoup plus de responsabilités, voire de conséquences à assumer. Donc, il faudrait qu'on ait des élus pleinement responsables, pleinement mandatés, voire révocables, selon des procédures dont il faut évidemment discuter. D'accord. Alors, nous faisons régulièrement des émissions sur... le nucléaire, avec sortir du nucléaire, par exemple, ou la CRIRAD, la sécurité zéro n'existe pas, la preuve. Et en plus, il y a le problème des traitements des déchets, et sortir du nucléaire nous disait, bon, c'est une utopie totale, on est dans l'utopie totale, on n'arrivera pratiquement pas à traiter ces déchets. Ah oui, considérer qu'on peut accumuler telle quantité de déchets représentant un danger sur une durée aussi longue, c'est un pur produit du capitalisme, ou aussi de sociétés bureaucratiques comme on a eu au XXe siècle, mais qui fonctionnaient en fait sur le même mode, que de s'être imaginé qu'on pouvait produire un truc pareil pour répondre à l'exigence énergétique immédiate et que les générations futures s'en dépatouilleraient. Et ça fait partie des problèmes qui nous montrent d'ailleurs que la rupture avec le capitalisme, prenant du retard, nous lègue des problèmes qui s'accumulent, C'est un grave problème. Alors, si vous voulez, nous, moi, je ne dirais pas nous, parce que militant n'a pas forcément escalité de position sur tout. Je ne suis pas favorable ou hostile à une technologie en tant que telle, mais il est évident pour moi que le nucléaire, la production massive d'électricité nucléaire, s'est avéré être une forme typiquement capitaliste, typiquement technocratique et extrêmement dangereuse. Donc le problème d'arrêter se pose, mais
c'est un problème comme les autres dont on parlait tout à l'heure, le logement, etc. Pour arrêter, il faut changer de système. Parce que le système lui-même, bon, d'une part, il n'est pas disposé à arrêter. D'autre part, il est parti dans une recherche d'énergie de substitution qui pose bien des problèmes aussi. Ce qu'ils vont nous faire, c'est qu'on va avoir droit à tout, simultanément au nucléaire, avec des centrales posant des problèmes de sécurité majeurs, et en même temps la consommation massive de pétrole qui continue, et pour couronner le tout, des éoliennes partout, quoi. Ça va être tout et rien, quoi. Tout et rien. Oui, tout à fait. Alors que bon, après moi je suis pas technicien, mais il me semble qu'une multiplication de centrales solaires, de barrages, la réalisation d'une juste proportion entre les différentes sources d'énergie, dans une société démocratique qui débat de tout ça ouvertement avec des gens renseignés sur tout ça, ça serait en soi possible. L'humanité en est capable. Mais là, il y a urgence. Ah, oui, on crie au secours. Avec le méthane, les bulles de méthane qui arrivent derrière le CO2, on peut vraiment crier au secours. Oui, il y a les problèmes de gaz de schiste aussi. Enfin, bon, on n'en sort plus. Vincent Présumé, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? J'ai déjà dit beaucoup de choses. Ce que j'ajouterais, c'est que les gens qui m'auront écouté ne doivent pas penser que tout ce que j'ai dit, c'est forcément la charte de militants et qu'il faut être obligatoirement d'accord avec ça. C'est pas du tout obligé. Notre méthode, c'est la méthode du débat démocratique, de la souplesse organisationnelle. Il y a besoin aujourd'hui d'un cadre à la fois très large et en même temps révolutionnaire. Et surtout beaucoup de bon sens. Oui, de bon sens, parce que finalement le bon sens populaire reste une chose réelle. Tout à fait. C'est la survie et le fait de défendre nos enfants, quoi. Ouais. Ce qui mène à la révolution, c'est ça. C'est pas de grandes idées que l'on voudrait prêcher aux gens. Alors après, je veux pas sous-estimer la théorie, c'est important la théorie, mais dans cette optique-là, quoi. Vincent Présumé, merci d'avoir participé à cette émission pour Militants et à bientôt sur cette antenne. Eh bien, au plaisir. Au revoir. À très bientôt pour un autre grand forum Fréquence Évasion.